J'aurais aimé, moi, que mon père me dise à un moment donné, avant de partir, parce que j'ai accompagné mon père avec ma sœur, j'ai accompagné ma mère, et j'aurais aimé que mon père, une fois, me dise « Je te demande pardon pour tout ça. » quoi. Il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des hommes blessés. On l'a toujours connu souriant et de bonne humeur, parce qu'il est, dit-il, poli d'être gai. Mais il y a 4 ans, Thierry Beccaro révélait que ses jeunes années avaient été un calvaire, celle d'un enfant battu. Je dis à ma femme, enfin c'est incroyable. Là, sur toutes les photos, j'ai le sourire. Je dis c'est dingue. Et elle me répond cette phrase inoubliable. Tu sais pourquoi ? C'est parce que t'étais plus fort que ça. Waouh ! Parce que quand même, ça veut dire que si le 119 est submergé, ça veut dire que tous ces gens ils se sont dit, Ouais. ok, grâce à ce que j'ai entendu de Thierry Beccaro, je vais appeler, ça me donne le courage d'appeler. Et à ce moment-là, est-ce que vous vous dites pas j'ai un peu tout gagné là, quand même ? Ta blessure sera ta mission. Ah ben oui, je vais la garder. J'avoue. Alors, il y en a certains qui décident de la mettre de côté, de s'en débarrasser, de plus vouloir en parler. Il faut avoir Ouais. bien dégagé le terrain Ouais. pour que tout à coup on dise voilà, là tu peux avancer. Parce que dire ça à quelqu'un quand il est en pleine douleur, sa blessure, c'est sa blessure. Hein. Tout à fait. Ça ne sera pas sa mission. Alors bonjour Thierry, je suis ravie de vous recevoir dans cet épisode de La Voix de la Résilience. Thierry, je vais vous laisser vous présenter, même si on vous connaît, je pense, tous et toutes aujourd'hui. Ah, Marie-Ève, je suis très très content de participer à cet entretien. D'abord pour plein de raisons, parce que je connais votre parcours un petit peu. Et dès que quelqu'un s'intéresse à l'enfance en difficulté, on va dire, l'enfance battue, l'enfance martyrisée, l'enfance en détresse, ça me touche. Je ne peux pas répondre à tous les appels. Je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations. Mais je pense à la suite du premier livre que j'ai écrit, Je suis né à 17 ans, que c'est devenu important. Je m'y attendais pas. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais qu'une fois que j'avais écrit mon premier livre, qui a fait tellement de bien à tellement de gens, et à moi aussi, qui m'a apaisé, je ne pensais pas que je serais sollicité régulièrement pour venir témoigner et pour aider encore les autres. Je pensais que j'avais fait comme on dit, j'avais fait le taf. Oui. Voilà. Et puis c'est comme si là-haut, on m'avait tapé sur l'épaule en me disant non, attends, c'est pas terminé là, c'est que le commencement là. Non, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin, tu vas écrire un deuxième livre. Et le deuxième livre, c'est mon éditeur, Grégory Berthier, qui me dit... parce que moi, je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça ? J'ai tellement d'amour, les fameux 17 ans d'amour que j'avais peut-être pas eu avant. Il se passe tellement de choses, Et il me dit, mais tu veux pas le raconter ? Et je dis, comment ça ? Oui, tu racontes pas ce par quoi tu es passé pour arriver aujourd'hui, c'est-à-dire la résilience. Et c'est devenu ma résilience à moi, ce petit clin d'œil, évidemment, à Julien Clerc, mais dit très discrètement. Mais c'était surtout pour... Et après, je vous laisse la parole. Je trouvais que le mot résilience était employé vraiment à toutes les sauces. Il galvaudait un petit peu en ce moment. Le climat était résilient. Pendant le Covid, les gens étaient résilients. Non. La résilience, c'est pas immédiat. On est résilient 10 ans après. On sera résilient après le Covid quand on sera sorti de tout ce qu'on a vécu pendant ce temps-là. Ça vous tombe pas dessus comme ça. La résilience, c'est pas passer d'un chemin de ronces à un chemin de pétales de rose comme ça du jour au lendemain. Vous aurez toujours un sac à dos sur les épaules. Il sera plus léger, mais il faudra apprendre à vivre avec.
On ne pourra pas l'enlever définitivement, ça sera impossible. Alors, comme je le dis régulièrement, nous sommes des puzzles. Bon, Marie-Ève, je suis en face de vous, je suis plutôt pas trop mal reconstitué. Il doit manquer 2-3 pièces de temps en temps, c'est sûr, forcément. Donc, c'est les 3 pièces qui manquent, c'est des coups de blues, des descentes comme ça dans certains gouffres, des moments de questionnement, parfois une légère addiction aux médicaments. Okay. On se prend un petit truc parce que ça va nous aider à nous évader. C'est ça c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Je parle à quelqu'un qui s'y connaît, parce que je crois savoir que vous interrogez beaucoup d'enfants qui traversent ce chemin-là. Donc voilà où ça mène. Moi, je suis un peu le résultat pas trop mal réussi oui. Quand même. Mais j'ai travaillé, quoi. J'ai bossé là-dessus. Et justement, comment vous avez travaillé ? À un moment donné, je ne pouvais pas rouler en voiture, je ne pouvais pas prendre l'avion, j'avais peur de ceci, j'avais peur de cela, j'avais peur de ça. Je ne pouvais pas avancer, quoi. Donc, mon premier médecin, quand j'avais 20 ans, que je faisais de la spasmophilie, de la tétanie, que je ne pouvais pas rouler, j'étais obligé de m'arrêter parce que mes mains étaient engourdies, mes muscles étaient tétanisés. Tout ça était confus dans ma tête. Cet homme-là, qui était un mec, le médecin généraliste dont on rêve, quoi, m'a dit: Thierry, moi maintenant je peux vous donner tous les médicaments de la Terre, là, mais je crois qu'il faut que vous alliez parler à quelqu'un. Il faut aller parler. Je dis: ça y est, il me prend pour un fou, quoi. On est années 70. Alors vous imaginez les années qui précèdent, aller chez le psy dans les années 60. Et donc je vais rencontrer le premier psychologue qui va m'accueillir et qui va me délivrer d'une façon incroyable, mais comme vous l'avez peut-être fait, vous, avec les enfants. J'arrive dans son cabinet, j'arrive dans un grand château où il y avait déjà d'autres patients beaucoup plus en difficulté que moi. Moi, je devais être une récréation pour lui. Mais j'étais dans le bureau, j'avais les mains vraiment... c'est ce qu'on appelle les mains d'accoucheur. Voilà. Quand les muscles se tétanisent. Puis je dis, c'est à chaque fois que je suis en voiture, Mais il me dit, mais la voiture, c'est quoi ? C'est quoi pour vous, la voiture ? Je dis, la voiture, c'est mon père. Incroyable. Je vous assure qu'à ce moment-là, les fourmis, là, elles ont commencé à disparaître. En fait, mon père vendait des voitures. Et cette espèce de la voûte, le capot, tout l'intérieur de la voiture, c'était l'enfermement, c'était l'autorité, c'était... Alors ça, c'était le début du parcours. Ça ne veut pas dire que j'étais guéri, rien qu'avec ce mot-là. Mais il y a des clés comme ça, il y a des mots clés, des mots qui, tout à coup, vous permettent d'avancer. Donc c'était... Ça a été une prise de conscience pour vous ? Oui. Ouais, enfin, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui. Déjà, je me suis dit, tiens, on va pouvoir commencer à travailler là-dessus, quoi. On va pouvoir avancer. Et puis après, petit à petit, les choses se sont un peu améliorées, mais c'était toujours difficile, jusqu'à ce que, quelques années plus tard, ma femme me dise moi, je ne peux rien faire. Parce que le problème des gens qui sont victimes de la maltraitance et qui portent ce sac à dos sur leurs épaules, qui ont peur d'aller là, qui ne veulent pas aller là, qui sont incapables de faire ça, qui ont peur de ceci, qui ont peur... L'autre, il ne peut pas comprendre. Il peut faire des efforts, il peut vous aimer très fort, mais il ne peut pas tout prendre sur ses épaules. Donc à un moment donné, elle me dit, moi, je
je vais pas y arriver. Faut aller voir quelqu'un vraiment. Et là, j'ai fait le travail sur le divan. Donc, des séances qui duraient 2 heures. Ouais. Et j'ai fait une rencontre incroyable, quoi. Avec quelqu'un dont je parle dans mon livre, Philippe Gérard, qui était incroyable, qui allait me voir au théâtre, qui m'a suivi, qui m'a remis dans la vie. Donc c'est ça que j'essaie d'expliquer quand je suis dans les salons du livre et quand je rencontre les lecteurs, celles et ceux qui me font l'honneur de venir ou qui m'ont aimé à la télé, qui sont déçus que j'y sois plus, mais souvent qui viennent se raconter, quoi. Qui viennent parler de leur fille, de leur fils, de leur beau-frère, de leur belle-sœur, d'eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est d'échanger. Alors ça ne peut pas durer très très longtemps, mais parfois un mot change tout. Il y a des courtes rencontres qui peuvent provoquer des déclics aussi. Oui. D'abord, les gens repartent contents. Moi, ça me fait plaisir de parler avec eux. Mais c'est pas à vous que je vais dire le contraire. Ça fait des journées. Oui. Quand je termine la journée, je suis. Rincé. Oui. Ouais. Mais ce qui est formidable, c'est que moi, je peux en parler. Je peux raconter ce que j'ai vécu aujourd'hui sans m'effondrer, quoi. Je peux raconter des scènes incroyables sans me mettre à pleurer, sans me dire non, c'est insupportable et tout. C'est pour l'autre que c'est difficile. Oui, c'est vrai que c'est souvent pour les autres aussi. C'est pour les autres. Accueillir, c'est pas donné à Mais tout le monde. ce qui est intéressant en même temps, c'est que je leur fais comprendre qu'on peut s'en sortir, quoi. Et que quelqu'un qui a plutôt pas mal réussi sa carrière, malgré tout, a réussi à faire un parcours plutôt assez honorable. Quand Nicolas Demorand récemment fait sa déclaration sur sa bipolarité, c'est formidable. Oui. J'ai vu, ouais. Ça demande un courage incroyable. Tout à fait. La mise à nu. Oui, parce que tu sais pas comment les autres vont. Et il a dû croire à un moment donné, même s'il savait qu'il y avait d'autres bipolaires, comme moi, je savais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la difficulté et tout, mais quand tu es connu, tu te dis, d'abord, je ne vais pas aller me répandre, je ne vais pas aller raconter ma vie. Hein. Ou à l'inverse, ok, comme on me l'a dit, c'est ma première productrice, Monique Cara, avec qui j'ai fait Matin Bonheur, qui m'a dit ce qui serait bien, c'est que tu racontes que tu racontes ton histoire. Bon, seulement mon histoire, elle en connaissait que 10%, quoi. Elle connaissait le sommet de l'iceberg. Donc c'est vrai que quand j'ai écrit le livre, toutes celles et tous ceux qui m'ont connu pendant 35 ans sont un peu tombés de l'armoire. Et justement, est-ce que c'est du coup c'est elle qui a été le déclic pour vous inciter à parler ou pas du tout? Ah bah oui. Oui. C'était un déclic de productrice. Hein. Oui. Ah là, c'était incroyable. Parce que j'étais au téléphone dans la cuisine. Je m'attends à tout, sauf je viens d'avoir une idée. Tu sais quoi, ça serait bien que tu racontes ce que tu as vécu, ton histoire. Mais je dis, mais Monique, attends, je suis le mec le plus discret du paysage audiovisuel français. J'ai jamais rien. Drôle aussi. Pardon ? Drôle aussi. Oui. Tu vas raconter ton histoire. Elle me coupe la parole. Et ça va faire un bien fou à des tas de gens. Tu n'imagines même pas. Oui. Ah. Et puis, je connais un éditeur qui serait d'accord pour te rencontrer. Et puis, je dis, écoute, laisse-moi réfléchir et tout. J'ai rencontré l'éditeur. On a déjeuné ensemble. J'ai raconté un peu. Et puis, l'aventure
l'aventure a continué, quoi. Et j'étais accompagné en plus. C'était et puis j'ai été accueilli vraiment par tous les gens du métier. Et ce qui est très drôle, c'est que la sortie du livre était concomitante avec mon arrêt à France Télévisions. D'accord. Donc, cet arrêt que j'ai décidé, parce que je pense que j'étais arrivé au bout d'un chemin, et que je m'étais toujours dit que c'est moi qui prendrais la main. Voilà, donc ça n'avait pas forcément, vous voyez, tout ça ne fait pas forcément de vous une chiffre molle et quelqu'un qui n'a pas de caractère. Non, non, il faut du courage pour s'en sortir, ça c'est vrai. Il faut du courage, il faut travailler, il faut se remettre en question, il faut essayer de comprendre, ça c'est important par rapport à ce que vous faites, hein, Marie-Ève, parce que pour le rappeler, hein, c'est ça, vous occupez d'enfants, vous les faites parler. Hein, beaucoup de choses en fait. Oui, moi je suis mon premier métier donc c'est policière et je suis formatrice dans tout ce qui est violence faites aux femmes et aux enfants. Donc je forme surtout les gens justement à accueillir la parole. Voilà, accueillir la parole. C'est ça qui est génial. Ce qui est important, c'est que moi, le travail que j'ai fait avec cet homme, avec Philippe Gérard, c'est que lui m'a amené à comprendre et à me dire que tout n'était pas noir ou blanc. Tout à fait. Que peut-être que le plus méchant des deux, c'était pas forcément celui qu'on croyait. Peut-être que il y a des responsabilités d'un côté comme de l'autre, que c'est pas la peine d'accuser l'un et de laisser l'autre de côté. Donc j'ai compris plein de choses. Ce qui m'a aidé à comprendre et à pardonner. Mais ce qui ne veut pas dire oublier. Je sais. Justement, c'est quoi pour vous pardonner ? Pardonner, c'est dire, ok, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. J'ai jamais pu le dire à mon père. Ok. Ça, c'est le seul regret que j'ai et que j'exprime d'ailleurs dans le film que France 2 m'a fait l'honneur de réaliser, l'adaptation du livre. D'ailleurs, il est introuvable. Pardon ? Il est introuvable, le film. J'ai voulu le regarder. J'ai cherché partout. J'ai fouillé tout le net. Si vous avez des conseils à nous donner pour le voir, j'ai pas réussi. Il faut aller sur... même sur sur la plateforme de France 2, ou France TV, je ne sais plus. En tout cas, il débat. Je vous enverrai le téléphone du réalisateur. Là, il va vous donner un lien. Ok, je le mettrai sur les réseaux. Ouais. Enfin, si, Parce je verrai avec lui. Hein, parce que ce que j'ai vécu dans le film, par exemple, m'a permis de vivre et de dire tout ce que je n'ai pas pu dire dans ma vraie vie. J'aurais aimé, moi, que mon père me dise à un moment donné, avant de partir, parce que j'ai accompagné mon père avec ma sœur, j'ai accompagné ma mère, et j'aurais aimé que mon père, une fois, me dise « Je te demande pardon pour tout ça, quoi. » Oui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai compris quel était son malheur, sa souffrance, ce qui s'était passé. J'ai compris ce que ma mère avait vécu, j'ai compris pourquoi elle avait subi ça. J'ai aussi compris pourquoi elle était pas mal absente, parce que si elle avait été un peu plus présente, peut-être que j'aurais pas pris autant de coups, etc. Donc c'est ça, là, arriver au pardon, c'est arriver à comprendre et s'éviter surtout cette espèce d'amertume, de rancœur, de colère, d'aigreur. J'ai écrit un jour, l'amertume, c'est bon pour les fruits, mais pas pour les hommes. Ça les rend tristes, ça les rend méchants, ça les rend peu fréquentables.
Je dis ça parce que je sais que ça existe. Il y a des gens qui décident, après avoir souffert énormément, qui décident de se venger. Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai souffert, alors maintenant, ça va être au tour des autres. Parce qu'ils ont pas fait le travail, ils n'ont pas... C'est ça. Et moi, dès que j'ai eu cette chance de rencontrer sur mon chemin des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont permis de faire des travaux très différents. Mais quand j'ai rencontré Macha Béranger et que je me suis retrouvé au standard de France Télé, de France Inter, et que Macha travaillait pour tous les gens ce qu'elle appelait les sans-sommeil, tous ceux qui sont seuls la nuit. Ah, c'était cette émission tardive. Oui, d'accord, ça y est, je remets. Parce que je me disais, le nom me dit quelque chose. Ouais. C'était des gens malades, des gens tristes, des gens seuls, des gens abandonnés. Et c'est moi qui faisais la sélection des appels. Clac, 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 je décrochais et je notais les références comme ça. Donc tous ne passaient pas à l'antenne. Mais moi, je parlais avec eux. Et c'était entre minuit et 3 heures du matin. Et bien moi, quand je repartais, je me disais, mais il y a des gens qui vivent des peines et des drames 100 fois supérieurs à ce que tu vis. Ça n'effaçait pas ma douleur. Ça n'empêchait pas que ma douleur était réelle. Mais ça m'a permis de comprendre qu'il y avait peut-être des choses à faire, quoi. Des choses à faire qui n'étaient pas de l'ordre de l'amertume, mais qui étaient de l'ordre du sourire, du bonheur, du don. Voilà. Ce que je découvrirai plus tard avec Boris Cyrulnik. C'est-à-dire faire de ton malheur un merveilleux malheur. Ça a été... Il y a une phrase que j'ai lue, alors vous allez mieux vous en souvenir que moi, une phrase que vous avez dit, Boris Cyrulnik, avec une histoire de traversée, je crois. Ouais. Je ne l'ai plus exactement. C'était ma première rencontre avec lui. C'est au cloître des Bernardins à Paris. Il fait une conférence. Puis moi, je suis spectateur. Et je l'écoute attentivement. Et à la fin de la conférence, je vais le voir humblement. Je me présente, Thierry Beccaro. Et je dis, un ancien vilain petit canard. Et il me dit cette phrase. Alors, on est pas mal, hein, de l'autre côté de la rive. Ouais, je la trouve fantastique. Ouais. Ah, j'étais... Et après, je l'ai rencontré plus tard, dans un salon du livre. On a très peu parlé. Mais il m'a dit, vous avez eu du flair. Sous-entendu, dans ce genre de malheur, quand vous vivez ce type de malheur, la maltraitance, on vous lance une bouée, quoi. De temps en temps, il y a une bouée comme ça. Il y a ceux qui l'attrapent, et puis il y a ceux qui se laissent couler, quoi. Moi, j'avais pas envie de me laisser couler quand même. Mais on m'a lancé des bouées, et j'ai dans des mains. Ouais. Donc j'ai attrapé ses mains. Et puis parfois, comme je le dis souvent, moi j'ai peut-être tendu des mains que là, on l'a pas prise. Hein. Bon, c'est comme ça. Mais tout ça est important parce que je reviens à ces gens qui décident de se venger, qui sont devenus amers, qui sont devenus, ce que j'ai envie de dire, peu fréquentables, qui sont devenus tristes. Je me dis, c'est dommage. Et quand je suis arrivé à la télévision, je me suis dit, je vais leur donner ce qu'ils n'ont pas forcément, quoi. Je vais donner du sourire, je vais donner... et puis ce que j'ai vécu, bah, ça reste dehors. On m'a souvent invité pour que je raconte des petits bouts de vie, des petits bouts de... Et quoi, c'était quoi ça ? Ça aurait été galvaudé, c'était raconté, c'est galvaudé mon enfance, galvaudé moi. J'ai dit, vous voulez que je raconte ? Alors ok,
je vais tout vous dire. Je vais vous raconter. Mais je ne vais pas vous raconter pour accuser. Je ne vais pas vous raconter pour me plaindre, pour pleurer. Je vais vous raconter pour vous dire que j'ai vécu ça dans les années 60 et qu'en 2025, aujourd'hui, ça continue. C'est surtout ça. Oui, oui, oui. Ouais. Et qu'aujourd'hui, il y a encore des enfants qui sont victimes de maltraitance dans l'entourage familial, toutes sortes de maltraitances. Et il me revient en mémoire, pendant le Covid, le deuxième, on était entièrement enfermés, on s'est aperçu que les violences intrafamiliales ont doublé ou augmenté. Et donc, le site Brut, pour lequel j'avais déjà travaillé et où j'avais témoigné pour l'UNICEF, un témoignage qui a été vu plus de 20 millions de fois. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et que j'ai fait le plus sincèrement du monde. Peut-être pas 20 millions, parce qu'on sait toujours aussi comment ça se passe, mais au moins, en tout cas des millions, c'est sûr. Parce qu'il doit y avoir un ratio que je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte, la portée? Ah oui, non, mais ça, je peux aussi, le chiffre, si je peux vous le confirmer, oui, c'est ça. Oui, non, mais qui a été touché vraiment? Vous voyez ce que je veux dire? Ah c'est oui, ça. oui. Ça doit être un petit peu moins que 20 millions. Mais ce qui m'intéresse, justement, c'est des gens qui sont pas forcément concernés par ça. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je fais ça, moi, d'ailleurs. Mais Ouais, si ça les alerte, exactement. j'aurais réussi quelque chose. Ouais. J'ai été dans une interview il n'y a pas très très longtemps quand le film est sorti. J'étais en Belgique et un jeune animateur, beau gosse et tout, super belle interview, etc., qui me dit à un moment donné, Thierry, pardonnez-moi, j'espère que en émission, hein, mais moi j'ai pas vécu ce que vous avez vécu, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai dit, mais pourquoi voudriez-vous que je vous en veuille? Mais moi, je suis ravi. Je suis très heureux pour vous que vous ayez eu une enfance heureuse. C'est formidable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, justement, que mon témoignage vous alerte et que vous vous disiez, ça existe. Et donc, bravo, tant mieux d'avoir eu des parents formidables et d'avoir été heureux, mais que ça ne vous empêche pas de vous dire de temps en temps qu'il y a des enfants pour qui ce n'est pas la même chose, quoi. Et donc, pour revenir au Covid, le site Brut m'appelle pour me demander si je ne voulais pas faire une petite intervention pour justement pour parler du 119. Oui. Le 119 étant le numéro que les enfants ou les proches ou celles et ceux qui auraient entendu ou pourraient avoir des doutes sur ce qui se passe au-dessus, en dessous, à côté, chez les voisins. Donc voilà, vous appelez le 119, c'est un numéro qui est intraçable et vous pouvez dire ce que vous voulez, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. Donc j'ai fait ce témoignage et puis le lendemain, pendant une semaine, j'ai appelé le 119. Alors je faisais bonjour, oui bonjour, ben voilà, je me présente, je suis Thierry Beccaro, je travaille pour l'UNICEF, voilà, j'ai fait. Alors tout à coup, il y avait un blanc. C'est une blague. Et je voulais vous remercier, tout simplement. Voilà, vous dire merci pour ce que vous faites. Et écoutez, c'est très gentil. Et voilà, et puis partagez tout ça avec vos collègues. Parce que quand la vidéo dont je vous parle, qui a été vue par tant de millions de spectateurs, quand la vidéo est sortie, l'UNICEF m'a appelé en me disant « Mais il y a le 119 qui nous appelle et qui nous dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» On est submergé d'appels, il faut nous prévenir, hein, parce que nous, on n'y arrive pas. Hein. C'était drôle, c'était très émouvant.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'était incroyable. C'était un tsunami, quoi. C'était... voilà. Et à ce moment-là, est-ce que vous vous dites pas, j'ai un peu tout gagné là, quand même? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand même, ça veut dire que si le 119 est submergé, ça veut dire que tous ces gens ils se sont dit, Ouais. ok, grâce à ce que j'ai entendu de Thierry Beccaro, ben, je vais appeler. Ça me donne le courage d'appeler. Parce que c'est ça, il faut avoir du courage aussi pour appeler. Parce que Ouais. bien souvent, les gens n'osent pas aussi. Moi, je le dis souvent, ça. Je dis, appelez. Appelez, peut-être que vous aurez tort. Et tant Peut-être, mieux mais peut-être que vous allez sauver une vie. aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas, vous ne dénoncez pas. Vous alertez. Mhm. C'est une petite différence. Alors, est-ce que le terme de gagner, c'est le terme que j'emploierais? Je ne sais pas. Mais j'aurais plutôt je dirais plutôt que j'aurais fait quelque chose de bien. Voilà. Et quand j'étais dans je faisais une émission pour la chaîne KTO, dont le thème était le pardon, justement. Et la présentatrice, qui était formidable, me dit, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Donc elle n'avait plus le nom de l'auteur, mais la phrase est incroyable parce que je la promène avec moi encore aujourd'hui, hein, Marie-Ève. Ta blessure sera ta mission. Ah, ben oui. Je vais la garder. Ouais. J'aime beaucoup. Oui, Alors, il y en a certains qui décident de la mettre de côté, c'est vrai. de s'en débarrasser, de plus voir en parler. Mais moi, je trouve que... Mais c'est vrai en plus. Vous savez que je dis souvent que c'est ma mission, moi. Mais après, moi, je parle pas de moi. Mais du coup, voilà, je comprends cette phrase. Elle a tout son sens, effectivement. On ne choisit pas des combats pour rien. Hein. Parce que ça, c'est une phrase que celles et ceux que vous formez ou que vous, quand vous rencontrez des gens en souffrance, dès l'instant où on sent qu'ils vont mieux, parce que dire ça à quelqu'un quand il est en pleine douleur, sa blessure, c'est sa blessure. Hein. Tout à fait. Ça ne sera pas sa mission. Effectivement, ça peut être très mal pris parfois, ouais. Je comprends. Faut la dire au bon moment, exactement. Il faut avoir Ouais. bien dégagé le terrain Ouais. pour que tout à coup on dise, voilà, là tu peux avancer. Je crois que cette phrase est formidable et je vais vous en citer une autre parce qu'en fait, si on se rencontre, en fait, c'est que je dois être là pour éclairer un chemin, je ne sais pas lequel, mais en tout cas éclairer le chemin. C'est une phrase d'un ancien esclave américain, je crois que c'est Frédéric Douglass, qui est devenu un homme politique assez connu dans les années 1800 et quelques. Lui a connu ce que c'était que la blessure. Et il a sorti cette phrase incroyable. Il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des hommes blessés. Et donc ça nous ramène au puzzle dont je parlais et au chemin qu'il faut faire pour arriver à se faire une place confortable, la plus confortable possible dans ce monde. Et justement, vous, quand vous intervenez dans les écoles ou auprès du public, quel message vous essayez vraiment de faire passer? Alors, avant de faire passer un message, j'en reçois beaucoup. Hein. J'en reçois beaucoup des instituteurs, des puéricultrices, de celles et ceux qui travaillent dans le milieu de l'enfance. Mais ils sont bien courageux, hein, parce que parfois c'est difficile. Tout à fait. J'ai rencontré une femme qui me dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis à un père de famille qui vient chercher son enfant à la crèche et que je lui dis comment ça se fait que dès que je veux changer votre enfant, il se met à hurler comment je fais
quand je vois bien que tel enfant a pas l'air bien, je vais convoquer les parents. Qu'est-ce qu'on va me dire? De quoi je me mêle? Etc. Voilà, je reçois beaucoup de confidences. Oui, bien sûr. Mais ce qui a été formidable quand j'ai tourné le film, j'ai vécu un moment incroyable, puisque dans le film, il y a une scène de harcèlement scolaire. Parce que j'étais victime de ça aussi, parce que je raconte toujours ça en riant. À la maison, j'ai été cerné, et à l'école également. C'est-à-dire qu'il fallait que je rapporte des bonnes notes à la maison. Et à l'école, si j'avais trop de bonnes notes, j'étais considéré comme un faillot. Donc donc je me faisais casser la gueule, etc. Enfin, voilà. Et le petit qui joue le rôle de Thierry, quand le petit Thierry de 13 ans qui se fait emmerder à l'école, je l'ai revu pendant une scène de post-synchronisation et tout. Il m'a dit, sa mère était là, il me dit, vous voulez vous voir parce qu'on n'a pas tourné ensemble, mais bon. Bon, ben, je lui dis, alors, j'espère que tu as compris que c'était important quand même, tout ça et tout. Et sa mère me dit, mais vous ne croyez pas si bien dire. Il vient d'être élu chef de classe. Et le gamin m'a dit, ouais. Alors je lui dis, tu vois, quand tu repères un petit copain dans la classe qui n'a pas l'air bien et tout ça, voilà, tu sais quoi faire. Oh, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que j'aurais gagné? J'aurais eu la réaction de ce jeune garçon qui, tout à coup, s'est pris une responsabilité, quoi. J'ai dit, je vais aider celui qui est dans la souffrance. Comme moi, j'avais un protecteur à l'école, hein, qui s'appelait Zetoun. Il avait vécu certainement, il vivait les mêmes choses que moi, mais alors lui, ça l'avait endurci, puis alors, il avait le même âge que moi, mais il avait déjà mué. Ouais, il me disait, Beccaro, si on t'embête, tu viens me voir. Alors, de temps en temps, j'allais voir Zetoun. Ben, j'ai les trois, là, qui me... Quand Zetoun débarquait... Il n'y avait plus personne. Ouais. Et j'ai cherché à le revoir. Donc voilà, encore une fois, je passe le message. Si le Zetoun qui était à Colombes, au lycée de la Reine Henriette, m'entend, ben voilà, qu'il sache que je lui dois beaucoup de choses, comme à beaucoup d'autres. Et justement, pour en revenir au film, le fait d'avoir rejoué votre propre rôle, est-ce que ça vous a libéré ou par moment ça a pu vous replonger justement dans ces douleurs, quoi? Très bonne question parce que je ne veux pas dire que ça inquiétait les gens de l'équipe, mais c'était un peu surpris, quoi. Et en fait, moi, ça allait très bien. Moi, je leur montrais ce que j'avais vécu. Je leur montrais, quand à un moment donné, j'ai les mains accrochées au volant d'une voiture et j'arrive plus à démarrer, quoi. Donc il y a un agent, Monsieur Beccaro, enfin, bah, monsieur, oui. il faut y aller, là, il faut y aller. Voilà. Ou alors quand je dois prendre l'avion avec Elsa Lunghini qui faisait le rôle de ma femme et que le taxi vient d'arriver et on me voit, je suis en train de prendre un tranquillisant, quoi. Et elle comprend que c'est pas la peine d'insister, on partira pas, quoi. Et après, je disais aux gens de l'équipe, voilà, c'est ça. Voilà ce que ça provoque. La peur de prendre l'avion, la peur d'aller là, la peur de ceci, la peur de cela. Donc ce qui était intéressant, c'était de faire comprendre aux gens une crise de spasmophilie, c'est ça. Donc en fait, vous êtes placé en acteur de votre vie, finalement. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Vous n'avez pas incarné, comme si vous étiez un peu, pas dissocié, parce que quand même, non, oui, le mot est un peu fort. Ça, c'est dangereux, oui. Mais vous êtes vraiment placé comme un pro, finalement.
Mais pour jouer sincère, Oui. il fallait que c'est un rôle de comédien, hein. Oui, Faut voilà, pas c'est ça. oublier ça, hein. C'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que c'est pas, je revivais pas, sinon je me serais écroulé. Ben oui. Et c'est pour ça, heureusement, que j'ai fait tout ce travail pour pouvoir jouer une scène où je suis pas bien, une scène où je prends des... En fait, c'était des tic-tac, D'accord. des bonbons à la menthe. Ouais. Bon, sinon j'aurais été KO. Ben oui, non, non. Mais et les gens m'ont dit, mais il y a quelqu'un, c'était un chef opérateur, je crois, dont la femme est psychothérapeute. Il lui avait raconté ce qu'on faisait et elle lui a dit, c'est que tu diras à Thierry qui fait ce qu'on appelle la thérapie magique. C'est-à-dire que là, on ne peut pas mieux exprimer Mhm. tout ce qu'on a vécu et du coup évacuer, quoi. Voilà. Et du coup, ça a été un tournage super sympa et on s'est bien marré et c'était pas du tout là, c'était pas catastrophique, hein, c'était très joyeux et en même temps on évoquait avec une équipe qui était en plus hyper sensibilisée. Tous les artistes qui sont venus jouer sont venus avec l'idée de faire quelque chose pour la protection de l'enfance, quoi. Muriel Combeau, Elsa, Moïse Santamaria, Elisabeth Comelin qui faisait ma mère. Et ce qui était incroyable, un soir, c'était après le tournage, et puis on va manger un morceau dans l'hôtel où on était logé. Et je me retrouve avec Muriel Combeau qui fait ma sœur, Elisabeth Comelin qui fait ma mère, celle qui joue ma tante, et puis moi. Et tout à coup, je me dis, mais c'est incroyable. Je suis en train de dîner avec ma sœur, ma mère et ma tante. C'est un truc que j'ai jamais fait dans ma vie. Alors, on s'est tous marrés et tout, mais j'ai dit, mais merci, quoi, merci. C'est incroyable. Et pareil, quand j'ai fait la scène avec mon père sur son lit avant de partir, c'était pareil. J'ai dit des choses que j'ai jamais pu lui dire dans la vie. Est-ce que... Enfin, plutôt, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce silence que vous avez longtemps gardé, finalement? Je crois que c'est le silence de ceux qui sont... Quand les gens me remercient, ils me remercient souvent, ils me disent souvent bravo, c'est courageux ce que vous avez fait. Et je leur réponds, et tout à coup ça m'est venu comme ça, je dis mais je crois que c'est pas moi qui suis courageux, c'est le petit Thierry qui a été courageux. Et un jour, quand je préparais le livre avec ma mère, parce que j'avais besoin d'avoir des repères au niveau de l'historique. Ouais. Je regarde les photos comme ça et je dis à ma femme, enfin c'est incroyable. Là, sur toutes les photos, j'ai le sourire. Je dis c'est dingue. Et elle me répond cette phrase inoubliable. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu étais plus fort que ça. Waouh! Et quand Boris Cyrulnik me dit vous avez eu du flair, eh bien, ce courage, en fait, ce silence, c'est aussi le silence des gens qui veulent rester dignes, qui veulent rester courageux, qui veulent pas se plaindre, qui souffrent en silence. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enfants comme ça. Et en même temps, le divan m'a permis de découvrir que ça donnait aussi un peu d'ambition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on avait les moyens, on avait envie d'être connu, d'être reconnu. C'est très, très, très intéressant, hein, relire Lacan. Hein. Être connu par les autres et puis reconnu par ses parents, peut-être.
c'est... Mais ce silence, alors là, maintenant, je vais prendre le silence là, d'une façon plus sérieuse. Cette omerta, elle est insupportable. Parce que moi, je l'ai connue. Et on l'évoque dans le film, puisque dans le film, il y a un ancien petit copain à moi qui vient. Alors, il a mon âge, et qui vient à la fin d'une émission et qui me dit oh là là, mais c'est formidable. Je me souviens du petit Thierry qui était dans les escaliers, là et tout. Et je dis non, mais j'étais dans les escaliers parce que je pleurais. Et vous vous êtes jamais rendu compte de rien. Jamais. Et donc là, voilà, je vois dans vos yeux là, il est hyper gêné. Et en même temps, bah oui, c'était une époque, même si on l'entendait, on se bouchait les oreilles et où on voyait pas, où on voulait pas voir. Et aujourd'hui, ça continue. Et aujourd'hui, ça continue. Donc moi, il m'est arrivé parce que ce sont des choses qui sont insupportables. Si j'assiste à une scène, ça fait longtemps que... Mais si je vois un parent qui gifle son gamin, je pense que... Ouais, je l'ai fait. Donc et on le voit, il y a une scène dans le film où j'interviens. Ah, mais c'est Monsieur Beccaro. Je dis non. Non, mais vous savez que c'est un enfant, ça. C'est un enfant. On ne frappe pas un enfant. Bah ouais, ben vous savez ce que c'est. Oui. Oui, justement. Je sais ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est. Qu'aimeriez-vous transmettre aux enfants et aux adolescents qui ont peur? Je voudrais les serrer dans mes bras, les réconforter. C'est très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Ces enfants doivent être accompagnés. Après, les histoires de placement, c'est très, très compliqué, ça aussi, parce que ça donne des résultats parfois un peu diversifiés, on va dire. Mais c'est surtout aux parents que j'ai envie de parler. Quand j'ai eu la chance de rencontrer Adrien Taquet, qui était au secrétariat à l'enfance, je lui ai dit mais est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, un cours d'éducation pour les parents? Mais il me dit, mais vous ne croyez pas si bien dire? En Finlande, ils ont mis au point les 1000 jours, ce qu'Adrien Taquet a fait après. C'est-à-dire qu'on va choisir certaines familles qui pourraient poser problème et on va les suivre de la conception jusqu'aux 5 ou 6 premières années. Et voilà, on va leur expliquer qu'un enfant, ça pleure, un enfant, ça ne se secoue pas, un enfant, ça s'écoute, un enfant... on l'accompagne, ça s'encourage. Un enfant, on lui dit qu'il a des qualités. Un enfant, on lui dit qu'il est beau. On lui dit que s'il n'a pas réussi aujourd'hui, eh ben, il réussira demain. Et ça n'empêche pas d'avoir une certaine autorité. Ça n'empêche pas d'avoir... Il y a des principes. Ça n'empêche rien. Autorité, c'est pas autoritarisme. Voilà, moi j'ai dit à ma fille, c'est parce que je te dis non aujourd'hui que le jour où je vais te dire oui, tu vas être super contente. Parce que si je te dis oui tous les jours, le jour où je vais te dire non, tu vas me dire non, Fab, qu'est-ce qui te prend, mais je comprends pas. Elle est là la différence. Voilà, une certaine... Voilà, un travail. Bon, voilà. Ce que je souhaite que les enfants, on les entende rire comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Bravo. On voit le métier. Thierry, est-ce qu'il y a eu un geste symbolique que vous avez accompli et qui pour vous a été une libération? Moi, avoir été nommé ambassadeur de l'UNICEF, ça a été... Ça a été quelque chose d'honorifique, je dis modestement gratifiant parce que je les suivais depuis longtemps. J'achetais des cartes de vœux, et puis
à la suite d'une émission présentée par Sophie Davant, où je devais... c'était une semaine qui était consacrée aux personnalités. Chacun venait avec un objet et le mettait aux enchères pour une association. Et puis le jour où je viens avec une pièce de 10 francs de l'époque de 1998 de la Coupe du Monde. Ouais, de foot, ouais. Ouais, je vois que vous êtes... je vois vos yeux qui s'illuminent. Oui, mais j'ai pris un flop, mais terrible. C'est vrai? Mais alors, j'étais... Mal. Ben, je dis, oui, mais c'est pour l'UNICEF, c'est pour... Ouais, bon, bref, alors c'est Julien à l'époque, c'est Julien qui va acheter la pièce, et il va l'acheter 200 €. C'était, je sais pas, 10 francs, 200 €, je m'en tirais bien. Et je dis, en parlant de l'UNICEF, pourquoi l'UNICEF? Parce que je les aime bien et que je ne sais pas comment m'adresser à eux, mais si comment leur rendre service, si jamais ça les intéresse. Voilà. Et je repars. Mais je repars de l'émission, je suis dépité, quoi. Pour moi, c'est un échec, quoi. Vraiment. Et la vie va me faire passer un message quelques mois plus tard. L'émission est diffusée, je ne la regarde pas. Je n'ai pas envie de la regarder. Là, je fais une tête d'un petit enfant qui boude, mais je ne veux pas la voir. Et un quart d'heure après, je reçois un message de la directrice générale de l'UNICEF qui me dit, écoutez, j'ai une amie qui a regardé l'émission Affaires conclues, qui m'a dit que vous seriez intéressé, est-ce que c'est possible qu'on se rencontre, etc. Et j'ai fait ma première rencontre avec l'UNICEF. Et en fait, j'ai été comme ce dicton qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Je la connaissais pas. Et en fait, c'était pas la pièce de 10 francs le plus important. C'était pas qu'elle soit partie à 200 €. C'était le message que j'avais fait passer. Et c'était ça qui a été retenu. Et j'ai effectué ma première mission en Côte d'Ivoire. Et ça, je peux vous dire que c'est un souvenir inoubliable, quoi. Parce que on va revenir des enfants en souffrance, j'en ai vu quelques-uns, quoi. Mais avec un tel courage et une telle lumière dans les yeux et une telle joie d'aller à l'école, de s'asseoir derrière le pupitre. Alors qu'ici, on a des gamins qui décrochent, qui veulent plus, qui se baladent avec des couteaux, des trucs, et que j'ai vu ces gamins, on était en train de leur construire des écoles parce qu'il y a tellement de pollution qu'il y a des étudiants américains qui ont découvert qu'avec le plastique recyclé, on pouvait fabriquer des briques, et avec ces briques, on pouvait construire, et donc on construit des écoles. Alors comme je dis au directeur qui me faisait visiter, ça sent un peu le plastique, hein. Mais ces gamins-là, ils allaient, au lieu d'être dans des endroits où il fait hyper chaud et tout ça, ils allaient avoir leur école. C'est des leçons de vie incroyables, quoi. C'est important, quoi. C'est de ne pas oublier que dans tous nos petits malheurs, qui sont ce qu'ils sont, par rapport à d'autres, on a beaucoup de chance. Vous avez donc osé raconter votre vérité. Vous êtes quand même dans le paysage français. Alors, je sais que ça ne va pas vous plaire ce que je vais dire, mais quand même, je vais le dire. Vous êtes quand même une des figures de la résilience. J'ai compris que vous étiez humble, mais quand même, vous savez que votre message... les 20 millions parlent, le chiffre parle, parle pour lui, quoi. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans les réactions que vous recevez de ce public? Ce qui me touche le plus, c'est que, et je le dis souvent à certaines personnes qui sont surprises ou qui regardent ça vous forcez personne à venir vous dire je vous aime bien.
Vous nous manquez. C'est vrai. Pourquoi vous avez arrêté? Mais c'est vrai, je voulais vous le demander. Après, j'ai dit non. Mais pourquoi? Vous forcez personne. C'est ce qui me touche le plus. C'est que moi, je fais pas de signe pour... non. Les gens viennent comme ça. Et des gens qui viennent à vous, c'est parce que vous avez, pendant 35 ans, vous avez été... vous avez été fréquentable, quoi. Vous êtes rentré chez les gens, vous leur avez apporté du sourire, vous les avez considérés, vous les avez respectés. Moi, j'ai rencontré des gens à Motus d'une simplicité incroyable. Des gens qui, quand ils gagnaient 1 000 €, 1 500, 2 000, 3 000, alors qu'à côté, on pouvait gagner des maisons, des fortunes, etc. Ces gens-là, quand ils gagnaient 3 000 €, bah, c'était 3, 4 mois, c'était 5 mois de visibilité sur l'année. Et puis ceux qui gagnaient la cagnotte et qui me disaient à la fin, mais nous, de toute façon, nous, c'était pas ça le plus important. Nous, c'est qu'on était contents de venir vous voir. Mais ça me fendait le cœur, Parce que je pense que, je l'ai déjà dit, je le redis, j'ai dû jouer avec des gilets jaunes, j'en suis sûr. Des gens d'une simplicité, des gens des gens à qui je demandais, mais vous faites quoi dans la vie? Nous, on est famille d'accueil. Et vous me le dites pas? C'est parce que des gens d'une simplicité incroyable, quoi. C'était fou. J'ai joué avec des Italiens, j'ai joué avec des gens de toute nationalité qui parlaient le français mieux que moi. On venait jouer à Motus parce que c'était c'était une bonne ambiance. Et puis la vie a voulu que, j'espère, que je me prenne pas au sérieux, quoi, que je sois pas dupe. Que j'oublie pas que, encore une phrase qui va vous faire plaisir, que la lumière, c'est pas fait pour briller, c'est fait pour éclairer. Oui. Je l'ai écrite il y a pas longtemps dans un post à moi. Je suis d'accord avec ça. C'est pour mettre en valeur les autres. Tout à fait. Et puis ça vous revient en boomerang. Voilà. Et si je faisais du coaching avec un jeune animateur, je lui dirais, ouais, c'est bien, profites-en pendant 1 mois, prends la lumière, vas-y, prends-la. Mais après, donne. Mais c'est ça qui si tu veux durer, donne. Tu peux pas faire que prendre. Parce qu'à force de prendre, tu vas finir par exploser. Alors que si tu donnes, tu vas élargir. C'est une très très belle phrase de fin, mais quand même avant, je suis obligée de dire quelque chose. C'est qu'on m'a dit, mais alors qui t'interviewe? On m'a posé la question, forcément. J'ai dit, c'est Thierry Beccaro. Il n'y a pas une personne, je vous assure Thierry, qui ne m'a pas chanté Motus. Ouais, je sais. Je sais, ça fait partie Tout le monde a chanté. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est d'autant plus incroyable que quand je signe le contrat pour Motus, je le signe un peu pincé. Les jeux, c'est pas trop pour moi. Je sortais d'une émission qui n'avait pas bien marché. Bon, ok, je veux bien le faire si c'est un jeu sympa où j'ai la liberté de voilà. Oh, ok, allez, va pour 2 mois. Juillet, août. Ouais, petit contrat. Et c'est un vrai bonheur. C'est ça qui est fou. Alors je suis avec la première voix off qui va faire du chemin depuis, Jean-Luc Reichmann. Et je suis avec Nicole Covillers, ma productrice. Je suis avec des gens qui vont faire le parcours pendant toutes ces années. Ça va être une famille. Et je vous assure que
je suis toujours allé tourner Motus avec la joie au ventre, quoi. Voilà, pendant 29 ans. Et puis à un moment donné, évidemment, j'ai senti que, voilà, je m'étais dit que quand je sentirais une lassitude ou que je commence à me répéter un petit peu, que je commence un peu à... Et puis, il y avait le théâtre à côté de ça, il y avait beaucoup de choses, le livre, etc. J'ai dit, allez, 35 ans quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que ça vous a guéri un peu, justement, tout ce bonheur dans Motus là? Ah oui, parce que c'était... Moi, c'était ça qui me plaisait. C'était que j'ai vécu le 30 ans de télévision dans une liberté incroyable qu'on a plus, je crois, aujourd'hui. D'abord parce qu'il y a la multiplicité des chaînes. Donc, et alors, ça, c'est le côté positif, c'est que vous pouvez choisir. Hein. À l'époque, il y avait moins de choix. Mais je n'ai pas vécu cette espèce d'autoritarisme, des audiences, on pouvait se marrer beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il y a des choses qui seraient plus difficiles à faire aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais je remercie la chaîne parce que, je le dis toujours, France Télévisions m'a toujours permis de présenter Motus, Télématin, 40 degrés à l'ombre, et de faire mon métier de comédien à côté. À condition, évidemment, que ça n'empiète pas, que l'un n'empiète pas sur l'autre et tout, mais j'ai toujours eu cette liberté. Et c'est le petit paradoxe de quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais qui a su quand même être assez fort pour s'en sortir. Justement, c'est ça la résilience. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, la résilience. Thierry, est-ce que vous avez un message à faire passer, une phrase, parce que j'ai vu que vous avez plein de belles phrases. Est-ce qu'il y a une dernière phrase que vous voudriez partager, ou un conseil, ou je ne sais pas, un sentiment? Souvent, je me dis, quand je suis un petit peu... je dis, souris à la vie. Si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Ça, c'est important. C'est important. Il y a des... Et après, on va se dire au revoir, mais... Il y a des, vous savez, il y a je vois comme ça de temps en temps des gens dans le métro, c'est ça, sur Instagram, des gens qui rient comme ça. Pour faire rire les autres. Et tout à coup, les autres se mettent à rire, Ouais. et leur vie est changée, quoi. Et leur vie est changée, même s'ils ont par ailleurs certainement mille misères et un gros sac à dos sur les épaules. Merci Marie-Ève. Merci Thierry. Ça a été un honneur, vraiment.